malgré le soleil dehors. Je vous présente Odette Spingarn, qui est là, qui est née en 1925, qui est venue d'ailleurs avec sa sœur Alice, qui a 98 ans, qui est là devant. Et je suis très heureux de retrouver Odette parce qu'on s'était rencontrés il y a une petite dizaine d'années à l'INA, lorsque l'INA avait lancé, exactement comme le Mémorial de la Shoah, une série d'interviews, de l'archivage volontaire, ça s'appelait. J'ai un retour un peu désagréable, je ne sais pas pour vous. Ça va? D'accord, je m'entends, okay, je vais me mettre un peu plus loin. Donc j'avais rencontré Odette et son témoignage avait été très, très saisissant. Parce que vous allez le découvrir, vous la connaissez peut-être d'ailleurs, vous allez le découvrir, c'est quelqu'un qui a une énergie, une joie de vivre extrêmement forte, et elle a sûrement été comme ça toute sa vie, et notamment dans la période la plus noire de sa vie qu'elle a traversée, qui était les années 40. Elle a traversé ces années-là avec là aussi cette énergie, on le sent dans son livre d'ailleurs, cette énergie, d'une certaine manière, cette joie de vivre, en tout cas, et ce sens de la relation aux autres. Et d'ailleurs, ce sera un des thèmes importants de son témoignage, la relation aux autres, y compris pendant ces années-là. Et elle nous le dira, mais c'est peut-être aussi grâce aux autres qu'elle s'est sortie de ces années terrifiantes. Elle a écrit un livre également entre-temps, qui s'appelle J'ai sauté du train, qui est un très beau livre, hein, que je vous conseille vraiment, qui là aussi est à son image, plein disons, de sens positif de la vie, enfin de cette sorte d'optimisme, on en parlera, mais on sent ça fortement dans ce livre, malgré là aussi ce qui est raconté. Et puis la dernière chose, c'est que d'un point de vue, là je dirais plus historique, puisqu'on va évidemment raconter l'histoire par le biais d'un témoignage, mais je crois que vraiment, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait cette série d'interviews pour l'INA il y a quelques années, que je suis heureux d'être là. Je crois vraiment que c'est une histoire qu'on peut appréhender d'abord, essentiellement par des témoignages individuels, biographiques, de manière chronologique. C'est, je pense, la meilleure manière de rendre cette histoire-là, c'est d'additionner les vies de ceux qui l'ont traversée en partant du début et jusqu'à la fin. Et c'est, à mon avis, le sens le plus précis de cette histoire. Et c'est pour ça que des témoignages comme celui d'Odette sont, à mon avis, assez cruciaux et sont rares et seront malheureusement de plus en plus rares. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on mesure tous la chance qu'on a d'être ici avec elle. Et donc d'un point de vue historique, son témoignage est intéressant parce que évidemment chaque destin dans la Shoah est particulier, le sien l'est par définition, et notamment pour une raison que vous saisirez aussi, c'est par son milieu social. Beaucoup notamment de juifs français qui ont été déportés étaient souvent des juifs naturalisés depuis peu, souvent de milieux sociaux assez défavorisés, même si ce n'est pas une règle générale évidemment, mais les chiffres montrent assez bien que les juifs étrangers s'en sortaient évidemment beaucoup, beaucoup moins bien que les juifs français. Il y a cette dimension-là. Et Odette est peut-être parmi les différents témoignages que vous avez entendus, ou vous entendrez, un cas un peu particulier, il y en a eu d'autres, mais qui est là aussi représentatif d'une de ces multiples facettes de ce qu'a été la Shoah. Voilà, j'en arrête là. Odette Spingarn, je voudrais vous poser une première question. Vous êtes là avec nous, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes né en 1925. J'imagine que ça vous demande un effort, que c'est fatigant, que c'est peut-être répétitif de raconter ce qui vous est arrivé, votre vie. Pourquoi est-ce que vous venez encore ici devant nous pour témoigner ? Ce que vous faites, je le répète souvent, vous me disiez que vous alliez dans les lycées régulièrement. Pourquoi est-ce que pourquoi ce désir ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Et pour moi, c'est un devoir de témoigner de ce qu'a été la Shoah pour toutes celles et ceux qui ne sont pas revenus. Donc, je ne refuse jamais, et quand on me demande de témoigner, bien sûr. Mais je dois dire que cette demande, elle n'a commencé que 50 ans après mon retour. Pendant 50 ans, personne ne m'a demandé de témoigner, personne ne m'a posé de questions. Et la curiosité est venue plus tard, probablement parce qu'il fallait une certaine distance pour aborder des sujets aussi sensibles. Voilà. On en reparlera un peu tout à l'heure. Oui. J'ai une première question à vous poser. On va commencer par le début. Parlez-nous de votre famille et en particulier de vos parents.
Qui était-il? D'où venait-il? Que faisait-il? Et en particulier, je voudrais qu'on parle de votre père, qui était une figure assez marquante, qui avait très bien réussi. Voilà, parlez-nous de vos parents. Mon père est né en Autriche-Hongrie, dans l'Empire austro-hongrois. Il était, disons, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de toute une fratrie. C'est bon? Vous en inquiétiez pas. Vous D'accord. n'avez pas besoin de le toucher, voilà. D'accord. De toute une fratrie qui, au départ, devait se trouver, d'après ce que j'ai pu retrouver, devait se trouver à Cracovie et ont émigré. Et le père de mon père a émigré dans ce qui a été, après la guerre de 14, la Yougoslavie. Il s'est installé à Osijek, dans une ville qu'on appelle quelquefois Osijek, Osijek. Il était horloger et mon père a reçu également il est également devenu horloger. Il a suivi 3 ans d'études à Karlsbad dans une école d'horlogerie. Et puis, il faisait donc partie d'une fratrie, il avait 2 sœurs. Et il a commencé à travailler après avoir fait l'école d'horlogerie, et puis il a voulu prendre son indépendance. Et il a commencé à faire de la représentation de bijoux et d'objets d'art dans toute l'Europe centrale, et également en Italie, en France, en Angleterre. Il a beaucoup voyagé et finalement, il a choisi la France. C'était le pays qui lui plaisait le mieux, apparemment. Et il s'est installé avec un de ses cousins dans un appartement à Paris. Et il a monté une affaire de fermoirs de sacs en tapisserie. C'était la mode à l'époque. Ma mère, dont les parents étaient l'un lorrain et sa mère alsacienne, ma mère est née à Paris parce que ses parents avaient quitté l'Alsace et la Lorraine pour ne pas être sous le joug allemand après 70. Donc, ils se sont installés à Paris, et ma mère est née à Paris. Et l'année où on construisait la Tour Eiffel. Donc, des amis communs ont présenté mon père à ma mère, et s'en est suivi donc un mariage. Et ça se passait en 1912. 2 ans après, la guerre éclatait et mon père se trouvait du côté de l'ennemi. C'était une situation extrêmement délicate. Donc il était en France, il travaillait, il était marié à une Française, mais les lois à l'époque demandaient que la femme prenne la nationalité de son mari. Donc ma mère avait perdu sa nationalité française, elle était devenue austro-hongroise, et c'était dramatique en 1914. Alors, mon père s'est engagé volontaire et il a été envoyé dans une usine, étant donné ses qualifications, une usine d'armement. Et ma mère a repris l'affaire des fermoirs de sacs. Et ça a continué d'ailleurs avec des sacs en tapisserie qu'elle faisait fabriquer à Aubusson. Ensuite, ma sœur est née en 1915 et mon père a été démobilisé en 1919. Donc sa fille avait déjà 4 ans. 2 ans après, du fait qu'il avait été mobilisé, etc., il a obtenu sa naturalisation en 1921 et ma mère a réintégré sa nationalité française. Et puis il est devenu un antiquaire à succès. Alors il a loué une boutique, un très grand magasin près de son appartement.
Et ce magasin, effectivement, est devenu un magasin d'antiquités qu'il a appelé Ye Old Curiosity Shop, du titre d'un livre de Dickens. Et ce magasin a très très bien réussi. Il a eu une très très belle clientèle, surtout américaine. Et ça a été une période tout à fait faste. Et moi, je suis née en pleine prospérité, en 1925. Et mon père avait des succursales, 3 succursales en France, des vitrines dans tous les grands hôtels, et il y avait une très très belle clientèle. Et puis, il y a eu le krach boursier de 1929. Et ça a été la crise. Et mon père a dû abandonner ses succursales. Il a eu beaucoup de mal à garder le magasin de Paris. Les Américains ne venaient plus, évidemment. Et moi, toute mon enfance, je n'ai entendu parler que de la crise. Alors, vous avez entendu parler de la crise. Vous êtes né donc au Vésinet, vous avez grandi ensuite à Paris, dans le 8e arrondissement, dans un milieu donc, relativement privilégié, protégé. Je dis ça notamment par rapport à tous ces juifs qui, dans ces années-là, venaient de l'Est de l'Europe, notamment dans l'Est parisien. À ce moment-là, pendant votre enfance, alors vous étiez évidemment très jeune, mais premièrement, quel était votre rapport au judaïsme? Et deuxièmement, quelle était votre conscience et celle de vos parents, en tout cas telle que vous avez pu l'apercevoir, de la montée du nazisme et de l'éventuel danger qui pesait sur les juifs, et notamment les juifs en France, lorsque la guerre approchait? Sur le plan religieux, disons que mes parents étaient tout à fait athées. Mon grand-père également, parce que nous habitions un grand appartement là-bas ici avec mes grands-parents et ma tante qui était divorcée. Donc nous étions 7 dans ce grand appartement. Et ma grand-mère était la seule personne vraiment attachée à la religion, pratiquante. Elle allait le vendredi soir rue de la Victoire. Mais autrement, on ne faisait pas grand-chose à la maison. On marquait le coup pour Pessah et pour Rosh Hashanah. Le jour de Kippour, mes parents jeûnaient, mais mon père ouvrait le magasin. C'était vraiment en mémoire de ses parents. Et par la suite... mais enfin, toute la famille était très consciente d'être juif. Ça, enfin, israélite à l'époque, israélite français. Donc, quand j'ai eu 11 ans, on m'a fait préparer mon initiation religieuse, comme ça se faisait à l'époque. Alors, j'étais tous les vendredis soirs à la synagogue de Neuilly, où j'étais préparée par le rabbin Meyers, et qui malheureusement a été déporté avec sa femme. Et j'ai fait mon initiation religieuse à la Victoire. Alors vous savez, c'est impensable aujourd'hui, impensable. Il y en a qui se souviennent probablement comme moi, mais c'est impensable. On était on était 200 filles et une centaine de garçons, et nous étions habillés comme des communiantes catholiques, et les garçons également avaient des brassards comme les communiants. C'était comme ça à l'époque, et tout le monde faisait cette cérémonie en commun. Aujourd'hui, on trouverait ça vraiment étrange. Mais à l'époque, on trouvait ça normal, parce que c'était comme ça. Donc à 12 ans, j'ai fait mon initiation religieuse, on a fait une petite réception à la maison, et puis voilà. Mais on ne parlait pas du tout de bat mitzvah. Les garçons aussi, il y a des garçons qui faisaient leur bar mitzvah, mais pas les filles. Bon, mais ceci dit, voilà, maintenant pour ce qui est de la montée du nazisme, alors là c'est autre chose.
À partir de 1933, il y a beaucoup de Juifs qui ont fui l'Allemagne et qui étaient plus ou moins en transit en France pour aller aux États-Unis, s'ils pouvaient, ou en Australie, ou ailleurs. Et mon père, qui avait beaucoup voyagé dans toute l'Europe centrale, était donc assez connu, et beaucoup de ces réfugiés arrivaient à Paris avec son adresse dans leur poche, et ils allaient le voir au magasin, et mon père faisait tout ce qu'il pouvait pour les aider. Il avait des dossiers pour chacun, et il les orientait, il essayait d'obtenir pour eux des affidavits pour partir aux États-Unis. Et, enfin, il les aidait dans la mesure du possible, au milieu de tous les administratifs par lesquels il devait passer pour obtenir le fameux visa. Et le soir, il racontait souvent à ma mère des histoires que ces réfugiés lui contaient, des histoires terrifiantes. Les Juifs étaient... Les magasins juifs étaient agressés régulièrement. Il y a eu des synagogues qui ont brûlé, il y a eu des Juifs qui ont été agressés personnellement, on leur demandait de nettoyer par terre la chaussée, enfin des choses qui paraissaient complètement folles. Et voilà. Alors moi j'entendais ça de loin, et ça me paraissait une histoire tout à fait lointaine. J'avais absolument pas l'idée que ça pouvait arriver ailleurs qu'en Europe centrale, en tout cas pas en France. Alors, je crois que c'était un peu l'idée aussi de mes parents, que ça n'était pas possible en France. Et voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment l'histoire, une histoire comme on en raconte dans les livres. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. On est en mai 1940. Vous avez 15 ans donc. Vous êtes réfugié, d'ailleurs, comme des millions de Français, vers le sud pour fuir l'avancée des Allemands. Et vous vous retrouvez à Brive-la-Gaillarde. Et vous allez rester très longtemps, puisque jusqu'en 1944, dans la région. D'abord à Brive-la-Gaillarde, puis à l'Arche. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. En Corrèze. Réfugié, caché. Parlez-nous de ces années-là. En Corrèze, et également, et je rebondis sur ma question précédente, parlez-nous de la relation et du sens du danger que vous aviez vous-même et qu'avaient vos parents pendant ces années où vous étiez à la fois réfugiés, cachés en Corrèze. Il y a eu, en octobre 40, le premier statut des Juifs. Eh bien, je n'en ai aucun souvenir. Et je ne me rappelle pas, peut-être que mes parents parlaient entre eux et qu'on me ménageait un petit peu et qu'on ne parlait pas tellement de ces choses-là devant moi, je ne sais pas. Mais je n'ai pas ce souvenir. Moi, j'avais rejoint les EIF, les éclaireurs israélites, et j'étais très impliquée dans le scoutisme. Il y avait un groupe local très important à Brive, avec des réfugiés de Strasbourg, de Paris. Et nous étions une centaine de jeunes, et on avait vraiment envie de se retrouver entre nous et pour pouvoir parler d'autre chose que du ravitaillement, parce qu'à l'époque, le ravitaillement, c'était le principal sujet de conversation. Donc, j'ai fait du scoutisme, mais on ne parlait pas du tout de menaces. Et pourtant, parmi les EI, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient étrangers, dont les parents étaient étrangers, mais on n'en parlait pas. Et puis, par la suite, un certain nombre de ces EI ont pu partir par un des derniers bateaux, partir aux États-Unis, partir à Cuba, en Australie. Et
là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait un danger, un véritable danger. Mais c'était un danger pour les juifs étrangers. Et on ne se rendait pas du tout compte que pour les juifs français, c'était pareil. Mon grand-père admirait beaucoup le maréchal Pétain, enfin en 40, 41, et il pensait que c'était le sauveur de la France, comme le disait la propagande. Et on ne le discutait pas, c'était comme ça. Donc on se sentait différent, on se sentait protégé, parce qu'on était français. Évidemment, ça n'a pas duré. Et d'ailleurs, vos parents ont envisagé un moment de quitter la France ou pas du tout? Ah, pas du tout, c'est-à-dire que on aurait pu effectivement, parce que en août 40, on a reçu un papier de la Croix-Rouge. C'était très émouvant, c'était une cousine de mon père qui habitait aux États-Unis et qui nous disait « Peut-on faire quelque chose pour vous ?» Et ce papier, transmis par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, c'était quand même quelque chose en août 40 de recevoir ça. Alors on s'est quand même posé la question. Et ma mère a dit non, pas question. Quand la France est dans le malheur, on reste, on ne s'en va pas. C'est vous dire un peu l'état d'esprit dans lequel était ma mère. Et mon père suivait. Oui, c'est très intéressant. C'est pour ça que je faisais Oui. de prime abord Oui. cette distinction entre les différentes origines des Juifs qui se trouvaient Oui, en oui. France à ce moment-là. Et tout Oui. ça est extrêmement important parce que ça change beaucoup les perceptions et en particulier les destins ultérieurs. Et justement, donc vous avez bien décrit ce que c'était que d'être un Juif français ou un Israélite dans ces années-là, par différence avec d'autres. Et finalement la faible conscience d'un danger qui pesait spécifiquement sur vous. Est-ce que, deuxièmement, vous aviez connaissance jusqu'au printemps 44, au moment où donc vous serez arrêté avec votre famille, mais est-ce que jusqu'au printemps 44, vous aviez une connaissance, même partielle, du sort des Juifs sur le continent européen? Puisque autant au début des années 40, 41, on ne savait pas grand-chose, mais petit à petit, les informations dans certains milieux ont commencé à se faire jour. Est-ce que vous-même, en étant en Corrèze, encore une fois, vous aviez connaissance de ce qui se passait pour les Juifs d'Europe? Et que déjà, plusieurs millions d'entre eux avaient été exterminés? Non, on ne savait rien du tout sur les Juifs d'Europe. Mais j'ai appris des choses en 1942 que je ne soupçonnais pas. C'était près de Limoges. Je faisais donc partie des... J'étais chef-tête à ce moment-là, des éclaireuses. Et puis, on a campé dans le parc d'un château qui s'appelait le Couret et qui était réquisitionné par Lauzet. Et Lauzet, il y avait que des filles de Lauzet qui étaient dans ce château. Et je suis tombée malade. Et donc, on a campé, mais moi, je suis tombée malade et j'ai été à l'infirmerie à l'intérieur du château, où je suis restée couchée quelques jours. Et toutes les filles qui étaient au Couret et qui étaient donc qui se trouvaient là, venaient les unes après les autres me voir et me raconter leur histoire. Et leur histoire, eh bien, c'était qu'elles venaient de Rivesaltes, du camp où leurs parents étaient internés. Et elles avaient pu sortir du camp grâce à Lauzet, mais les parents des unes et des autres, où ils étaient encore à Rivesaltes, où ils avaient été transférés ailleurs, déportés, où elles n'en savaient rien. Et j'étais complètement affolée d'apprendre ce qui se passait justement avec les Juifs étrangers. Je ne soupçonnais pas toutes ces rafles qui avaient permis de remplir des camps comme Gurs et Rivesaltes, parce que les unes venaient de Gurs, les autres de Rivesaltes. Et j'ai appris comme ça le sort des Juifs étrangers. Et
la déportation. Mais cette déportation, on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Où est-ce qu'on les envoyait? Certainement pas pour le bien, certainement pas pour vivre bien, mais on ne savait rien. Voilà. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses ce jour-là. Très bien. C'était important d'avoir, je crois, ce grand Oui, préalable pour oui. comprendre quelle est la Odette Spingarn qui va se trouver ensuite plongée dans un univers qui est radicalement différent. Enfin, il était pour tout le monde évidemment radicalement différent, mais d'autant plus pour vous qui étiez dans disons, un peu plus loin que d'autres de cette réalité-là. Enfin, je veux ajouter quand même Ouais. quelque chose, c'est que à partir de 1943, on a quitté Brive pour aller s'installer dans un petit village de 600 habitants à Pour l'Arche, l'Arche. pour être plus en sécurité, parce qu'on se sentait très bien maintenant que les menaces se rapprochaient. On entendait parler de rafles, on entendait parler de beaucoup de juifs français qui étaient arrêtés, donc on se sentait très, très menacé à partir de 1943. Avant, on ne s'était pas rendu compte, mais enfin, à la fin 42, début 43, on a commencé à entendre parler de beaucoup d'arrestations, de gens qu'on connaissait plus ou moins, et on se sentait menacé absolument à ce moment-là. Alors donc ensuite, on est au printemps 1944, à 3 mois du débarquement allié. Les activités de la résistance s'accroissent, notamment dans cette région-là de France. Et pour cette raison-là, des divisions SS, notamment une division SS, la division Bremer, est envoyée en Corrèze traquer les maquisards. Et ça aura évidemment une influence sur votre destin. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette journée du 31 mars 1944 ? Ça faisait 1 an et demi qu'on vivait à l'Arche tout à fait normalement, dans une maison, avec... on vivait bien même. J'allais dans les fermes chercher un peu de ravitaillement. Mon père m'avait acheté un piano pour que je puisse travailler le piano. Enfin, c'était une vie tout à fait normale, disons. Mais on était quand même un peu assez angoissés en se disant tout peut arriver. Et on avait envisagé de partir de l'Arche avec des fausses cartes, mais on ne les a jamais reçues. Et puis on pensait que pour mon père qui était en mauvaise santé, il aurait pu être admis dans un centre en Dordogne qui s'appelait Clairvivre, où il y avait beaucoup de médecins juifs, et où on pensait qu'il pourrait être admis. Et tout ça est tombé à l'eau pour le 31 mars, parce que quand on s'est réveillé le matin et qu'on a regardé par la fenêtre, eh bien, on a vu que le village était cerné par les Allemands, par des soldats. Nous avions un petit jardin devant la maison qui se terminait par une rivière. Et de l'autre côté de la rivière, on a vu qu'il y avait tous les 10-20 mètres un soldat allemand. Donc on s'est bien rendu compte que tout le village était entouré et que nous étions piégés complètement. Alors on a mené une vie quasiment normale le matin, toute la matinée, en se demandant ce qui allait se passer. Et puis à midi, les Allemands ont frappé, il a fallu ouvrir. Et ils nous ont dit, allez, à chacun, enfin tous les trois, préparez votre valise, on vous emmène. Donc chacun était suivi par un soldat allemand. On a été faire nos valises chacun. Vous avez donc été dénoncé. On n'a jamais vraiment su. Il y avait un milicien dans le patelin qui s'appelait le docteur Lejeune. On a souvent pensé que c'était lui qui nous avait dénoncés, mais par ailleurs, nous étions déclarés comme juifs à la mairie. Et de plus, mon père était, du fait qu'il avait été naturalisé, il était assigné à résidence. Le préfet lui avait envoyé un mot comme quoi il était assigné à résidence. Donc, c'était très facile de venir nous arrêter. Alors, est-ce qu'on a été dénoncé ? On n'en sait rien. On ne l'a jamais su. Alors, on nous a emmenés à la mairie. Et voilà. Et donc là, qu'est-il arrivé à votre père ? Eh bien, d'abord, on a passé
des moments très difficiles à la mairie, un soldat qui était sous, qui nous menaçait. Enfin, le lendemain, mon père a parlé un petit peu avec un capitaine, enfin un Hauptmann, je crois qu'on dit. Un Hauptmann qui était pas de la Gestapo, il était de la Wehrmacht, et j'ai l'impression qu'il avait pris mon père en sympathie parce qu'ils parlaient tous les deux dans leur langue maternelle et ils évoquaient. Mon père était très sociable et il savait captiver, même dans ces circonstances, les gens. Et il faut dire que nous étions arrêtés en même temps que deux autres couples juifs qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vus, un couple de Roumains et un couple de Grecs, plus jeunes. Le couple de Roumains, c'était un monsieur âgé, invalide de guerre, et sa femme. Et bon, là-dessus arrive un SS, ben alors très très violent, hurlant. Combien y a-t-il de juifs ici? Et le Hauptmann a répondu en montrant les deux Roumains et les deux Grecs, 4. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment pénible, et je suis obligée de le raconter, mais vraiment, c'est terrible. Et la dame roumaine nous a montré en disant « mais ceux-là aussi, ils sont juifs ». Alors, le SS a dit bah, « enfin, ils sont juifs ». Alors le Hauptmann a répondu « ils sont français ». Ah, français, est-ce qu'ils sont juifs ou est-ce qu'ils ne sont pas juifs? Ils sont juifs. Bon, alors ça fait 7. Bon. Alors là-dessus, ils ont demandé aux 3 messieurs, mon père, les 2 autres, de venir pour un interrogatoire. Donc ils sont partis. On ne savait pas du tout ce qui se passerait. Et j'ai su, enfin, on a pensé très vite que c'était pas du tout un interrogatoire, mais ça n'est qu'à mon retour de déportation que j'ai su qu'en fait les 3 hommes ont été fusillés à quelques kilomètres de là. Et ma mère et moi, nous avons été emmenés en camion, découverts par des soldats, jusqu'à Périgueux. Et là, on nous a laissés dans les écuries de la caserne de Périgueux. Nous sommes restés 3 jours. Et puis donc ensuite, vous partez pour Drancy, vous restez 3 jours, donc pas très longtemps. On va pas s'attarder sur Drancy, mais à ce moment-là, Drancy est encore gardé par des gendarmes français ou pas? Ah oui? D'accord. Uniquement. On n'a jamais vu d'Allemands. Et en quelques mots, Drancy, pendant ces 3 jours, à quoi est-ce que ça ressemble? Est-ce que là, d'ailleurs, est-ce que vous commencez à en apprendre un peu plus sur la destination des trains qui quittent régulièrement Drancy? Non. Drancy, c'était une surprise. On ne s'attendait pas du tout à arriver dans un camp qui n'avait pas l'air d'un camp. C'était des immeubles qui entouraient un terre-plein. On était un peu surpris. Mais il y avait des escaliers qui séparaient les différentes catégories de gens. Et nous, on a tout de suite été mis dans les escaliers pour les déporter. On n'est resté que quelques jours à Drancy. Et une fois qu'on était du côté des déportés, on n'avait plus aucune possibilité de communiquer avec qui que ce soit. Mais il se trouve qu'on a rencontré des personnes que nous connaissions, des parents de mon beau-frère, et qui étaient aussi du côté des déportés, mais eux, ils étaient là depuis 2 mois déjà, avec leurs 2 fils. Et voilà. Donc le 13 avril, donc quelques jours après, vous quittez Drancy par le convoi 71, avant qu'on en arrive à la destination finale de ce convoi qui sera Auschwitz-Birkenau, donc le 2e camp d'Auschwitz, qui n'est pas évidemment très différent, qui est évidemment très différent du premier. Parlez-nous de ces 3 jours de convoi. C'est-à-dire qu'à Drancy, quand on parlait de la déportation,
On pensait qu'on irait dans un village, tout le monde parlait de Pichipoy, c'était un village imaginaire, mais on se disait, puisqu'il y a des enfants, des personnes âgées, etc., ce sera forcément un village, et puis les personnes jeunes iront travailler, les autres resteront dans la maison. Enfin, imaginez un peu les choses comme ça. Bien sûr, on imaginait qu'on creverait de faim, de froid, enfin que ce serait pas drôle, mais voilà, on pensait quand même à quelque chose de relativement normal. Bon, alors les 3 jours, c'était... Je peux raconter peut-être quand on a tellement voulu être dans le même convoi que les... En fait, quand on était à Drancy et qu'on a rencontré cette famille Brunswick, on a souhaité être avec eux dans le même wagon parce qu'on appréhendait beaucoup ces 3 jours de wagon à bestiaux. On se disait quand même, être avec des gens qu'on connaît, ce serait mieux. Alors avec le fils Brunswick, on a fait les différents postes, parce que tous les postes à Drancy étaient occupés par des détenus qui faisaient l'administration. On n'a jamais rencontré de soldats allemands, on n'a jamais rencontré de gendarmes qui étaient à l'extérieur. Non, c'était les détenus qui tenaient tous les postes. Alors on a été d'un poste à l'autre, d'un poste à l'autre, d'un poste à l'autre, en faisant tout notre possible pour changer de wagon et être dans le même wagon qu'eux. Mais ça n'a pas été possible. Ils nous ont dit, non, vous avez un numéro de wagon, les autres, un autre numéro de wagon, pas question. Bon, on était très déçus, mais c'était comme ça. Donc les 3 jours se sont passés, évidemment, difficiles. On était assis sur la paille. Et puis, c'était toujours le problème d'abord, on avait très soif, on était parti avec un peu de nourriture et d'eau, mais l'eau, on l'avait bu et après, on n'en avait plus. Quant à la nourriture, on n'avait pas faim et on se disait, il vaut mieux la garder là-bas, on en aura besoin. Alors, on était donc assis sur la paille, c'était vraiment pas confortable, le train s'arrêtait, repartait, enfin, ça n'en faisait plus. Et puis, il y avait surtout le problème de la tinette. Alors ça, c'était épouvantable. Il y avait une tinette au milieu du wagon. Alors, aucune intimité. Et puis, une fois que la tinette était pleine, ça débordait. Enfin, c'était vraiment... Des enfants avec vous dans le wagon? Ben, pas dans mon wagon. Pourtant, je sais qu'il y avait tous les enfants d'Isieux dans ce convoi, mais ce n'était pas dans mon wagon. D'accord. Mais on avait un chef de wagon qui était très dur et qui avait été bien choisi. Alors, qui ne facilitait pas les choses. Alors donc ces 3 jours, c'est cool avec la difficulté qu'on imagine. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites quelque chose d'assez saisissant qui en dit long là aussi sur l'idée que vous faisiez de la destination finale. Et vous dites, on espérait qu'après ces 3 jours très durs, on nous serve une bonne soupe chaude à l'arrivée. Oui, un comité d'accueil. Voilà. Racontez-nous justement l'arrivée à Birkenau après ces 3 jours. L'arrivée du train, quand on a ouvert les portes, évidemment, c'était la surprise totale. On était complètement ahuris de voir des hommes qu'on a tout de suite appelés des bagnards, puisqu'ils étaient habillés en rayé avec un calot rayé, et qui parlaient français d'ailleurs, et qui nous disaient descendez vite et laissez vos valises. Et nous, on s'accrochait à nos valises. Non, vous les retrouverez au camp, laissez vos valises et descendez vite. Donc on est descendu, il faisait nuit, il y avait des SS, il y avait l'un d'eux avait un chien en laisse, je l'ai aperçu. Bon, on a tout de suite séparé les hommes des femmes, et puis on a dit haut et fort, tous ceux qui sont fatigués, les personnes âgées, naturellement les femmes avec enfants, peuvent monter dans des camions et vous vous retrouverez tous au camp. Alors, d'autre part, il y avait ceux qui rentraient au camp à pied. Alors, ma mère et moi, on faisait partie de ceux-là, on se donnait le bras, on est passé devant un SS qui a fait signe à ma mère d'aller vers les camions et à moi de continuer. Je ne sais pas quelle intuition a eu ma mère, mais elle a dit, en allemand, elle parlait allemand, moi aussi je peux travailler.
Alors il l'a laissé passer avec moi. Donc nous sommes rentrés toutes les deux à Birkenau. Évidemment, toutes les personnes qui sont montées dans les camions, et certainement la famille Brunswick, c'est-à-dire que les parents étaient âgés et fatigués, et les enfants, leurs fils, n'ont sûrement pas voulu se séparer d'eux. Donc ils sont tous montés dans les camions, et ils ont tous été gazés sur le champ. Et si nous avions obtenu de voyager avec eux, on serait certainement allé avec eux dans les camions. Et voilà. Donc vous passez ce qui était une forme de sélection, et ensuite vous arrivez dans un bloc avec votre mère. Oui. Avant on vous tatoue. Racontez-nous Oui. ce moment-là. Enfin ces moments-là, c'est-à-dire ces toutes premières heures dans le camp de... Oh, les toutes premières Birkenau. heures, c'était de la folie furieuse. On ne savait pas où on atterrissait. On était complètement, mais ahuris. Pas dire autrement, ahuris. On était comme sur une autre planète. On ne savait plus quoi penser. On nous a enlevé tout de suite tous nos vêtements. On est resté nus pendant des heures dans des blocs avec toutes les portes ouvertes dans les courants d'air. Et puis il y avait les soldats allemands, les SS, sanglés dans leur uniforme, qui passaient devant nous, mais qui nous regardaient comme un troupeau. Ils ne regardaient pas individuellement personne. C'était un troupeau, là. Et on se sentait vraiment un troupeau animal. Alors on a été tatoués, on nous a coupé les cheveux, on a été le premier convoi à ne pas être tondu vraiment, on a simplement coupé nos cheveux très courts. Et puis après, on a fini par nous mettre devant des tas de vêtements, de chaussures, etc. Alors il fallait toujours très vite, en courant, attraper des vêtements, des chaussures, sans savoir si c'était notre taille et si les chaussures étaient appareillées. Enfin, c'était de la grande folie. Et on était poursuivis aussi dès qu'on se déplaçait par des capots qui nous tapaient dessus. Et finalement, on a atteint un bloc avec des chaussures à talons, alors qu'on ne pouvait pas, on marchait dans la boue, et c'était très difficile. Et on a réussi entre nous à échanger nos chaussures pour arriver à avoir à peu près nos tailles. Et puis on avait des vêtements qui n'étaient pas du tout des vêtements rayés, c'était des haillons. On aurait beaucoup aimé avoir des vêtements rayés. Mais nous, c'était des haillons, absolument. Hein. C'était... Enfin, c'est simple, on ne se reconnaissait plus. On ne savait plus qui on était. On était affolés, complètement affolés. Et on s'est retrouvés dans un bloc, voilà. Et Donc un bloc, il faut le préciser, c'est une sorte de dortoir, enfin de dortoir, une une baraque. baraque en bois avec des paillasses qu'on appelle des goyas, c'est ça? Des koyas, ce n'est pas des paillasses. Les koyas, ce sont des cases, un peu comme des clapiers de lapin, si vous voulez, des cases, mais des cases pour 5 personnes. Alors il y avait des bas-flancs jusqu'à une petite hauteur, et puis ensuite il y avait une case où on pouvait être 5, et une case au-dessus où on pouvait également être 5, mais la case du dessous était telle qu'on pouvait tenir assis, mais à peine, il fallait baisser un peu la tête, tandis que la case d'au-dessus, on pouvait se mettre debout, ça allait jusqu'au plafond. Mais nous, on a eu la case du dessous, et il fallait se retrouver donc à 5. Il y avait 5 paillasses, 5 couvertures, et on s'est retrouvés par hasard avec des personnes qu'on connaissait très vaguement. Les Freluches. Elles étaient 3, les Freluches, et on s'est mis avec elles. Donc on était 5, et c'était quand même plus agréable d'être avec des gens dont on savait qui c'était, quoi. Voilà. Comment se déroulait la vie quotidienne ou la survie quotidienne à partir de ce moment-là, dans cette première phase-là On était en quarantaine, ça veut dire qu'on ne travaillait pas pendant une dizaine de jours, donc on n'avait rien à faire, sauf le tsel-appel du matin, le tsel-appel du soir. Alors ça voulait dire qu'on nous comptait devant le bloc,
et qu'il ne fallait pas bouger pendant souvent 2 heures, souvent au moins 2 heures, le matin peut-être 3 heures. À quel moment est-ce que 2 vous heures. avez, à quel moment est-ce que vous avez compris l'endroit exact dans lequel vous vous trouviez et notamment quelle était sa fonction, c'est-à-dire l'extermination? Ben, c'est-à-dire que là, on était donc en quarantaine, on se parlait, on n'avait rien à faire. Et la première chose à laquelle on a pensé, mais que sont devenues les personnes qui étaient dans les camions? Alors, les seules personnes auxquelles on pouvait demander, c'était celles qui nous surveillaient. C'était en général des Polonaises qui étaient déjà là depuis longtemps, qui avaient plus ou moins construit même le camp, qui avaient sûrement vécu des choses terribles, mais qui s'en étaient sortis, qui avaient des postes et qui s'étaient bien débrouillés. Et il n'y a qu'à elle qu'on pouvait poser des questions. Et elle nous répondait en nous montrant la cheminée dans le fond. Regardez les cheminées là-bas. Ben voilà, ils sont là-bas. Ils sont... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des cheminées? Qu'est-ce que ça veut dire? On disait, oui, des cheminées, on incinère les morts, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben, chambre à gaz, chambre à gaz. C'est quoi ça? Alors, on s'est dit, ce sont des mauvaises filles qui sont... Elles nous détestent, on avait vraiment de très mauvais rapports avec elles. Elles veulent nous saper le moral, elles nous racontent n'importe quoi. Et on ne les a pas crues. Et on a mis très, très longtemps avant de le croire. Peut-être 2 semaines, au moins 2 semaines. On ne le croyait, parce que c'était impensable. C'était l'idée qu'il puisse y avoir une extermination à l'échelle industrielle de tous ces gens, mais c'était pas possible. Enfin, il fallait avoir un cerveau complètement fou pour imaginer qu'une chose pareille soit vraie. Donc on ne le croyait pas. Et puis petit à petit, on a été bien obligé de le croire. Mais on a mis longtemps, on a mis très longtemps. Donc ensuite, comme vous le décrivez bien dans votre livre, ce sont ces règles spécifiques au camp avec ces appels, des brimades, une nourriture extrêmement pauvre et limitée. Dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là? Vous êtes encore avec votre mère, j'imagine que c'est important pour vous, vous êtes quand même deux, vous avez 19 ans, je le rappelle. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous dites je vais peut-être m'en sortir, peut-être pas m'en sortir. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Comment est-ce que cette Odette Spingarn, donc, qui, voilà, a passé la guerre en Corrèze, qu'est-ce qu'elle devient psychologiquement, émotionnellement dans ce camp, au début? En fait, mon grand souci, c'était ma mère. Et le fait que moi je sois jeune et que je puisse supporter les choses, c'était très différent pour moi et pour ma mère. Donc je faisais tout pour la protéger, pour essayer de lui rendre les choses moins difficiles, moins dures. Mais c'était pas toujours possible. Enfin là, au début, les débuts, c'était toujours le pire. Hein, le début, par exemple, le premier jour, les quelques premiers jours, quand on nous a apporté notre première soupe, eh bien, c'était une gamelle pour 5 et pas de cuillère. Donc, il fallait laper les uns après les autres dans une gamelle. Et là, on était quand même contente d'avoir rencontré cette famille Froelich parce que on était entre gens de même éducation et c'était quand même moins pire que si on avait été avec des gens qui nous auraient été totalement étrangers. Mais enfin, on devait laper comme des animaux, on était vraiment humiliés au possible. Ensuite, au bout de quelques jours, on a fini par avoir des cuillères qu'on avait réussi à organiser selon le terme du camp, en donnant un morceau de pain ou un morceau de margarine qu'on avait sur le pain le soir pour
pour chacune une cuillère. Alors déjà, c'était mieux. Puis après, on a eu des gamelles individuelles. Les choses, petit à petit, on s'habitue. On s'habitue, c'est une façon de parler, on n'avait aucun choix, il fallait s'habituer. Et donc, à un moment donné, la Blokova, celle qui dirigeait la baraque, est arrivée avec des vêtements. Et elle m'a appelée parce que j'avais, moi, elle avait remarqué sans doute que j'avais la robe la moins couvrante, disons. Elle était pleine de trous, elle était en lainage très léger. Et elle m'a donné à la place une robe en coton très épais, avec des manches longues et qui allait jusqu'au cou. Et alors, pour moi, c'était déjà une joie d'avoir quelque chose qui était plus chaud et qui me recouvrait mieux. Enfin, c'est dire que petit à petit, les choses comme ça, on s'y faisait. Et puis, après 10 jours, il a fallu aller travailler. Et les personnes plus âgées, comme ma mère et Madame Fröhlich, n'y allaient pas. C'était nous, les jeunes, qui allions travailler. Alors, le travail là-bas, ça consistait à aller chercher une pelle ou une pioche et puis à creuser des tranchées qui ne servaient à rien du tout. Tout le camp, c'était un chantier. Alors, on nous faisait creuser des tranchées, d'autres les rebouchaient. Enfin, c'était un travail inutile, bien sûr, mais destiné à nous épuiser. Et puis après, malheureusement, il a fallu que tout le monde aille travailler. Et là, pour ma mère, c'était absolument insupportable. Et très vite, évidemment, elle est tombée malade. Et très vite, elle est décédée le 24 mai. De dysenterie. De dysenterie, ouais. Et toutes les personnes de son âge, c'était pareil, parce que les jeunes pouvaient survivre à Birkenau pendant quelques mois. Les personnes âgées, non. Très vite, avec la dysenterie, et s'en allaient en quelques semaines. Voilà, on est le 24 mai 44. Vous avez donc, je le rappelle, 19 ans. Vous êtes seul, cette fois, dans ce camp. Je vous repose la question que je vous ai posée tout à l'heure. Quel est votre état d'esprit? Comment est-ce qu'on survit psychologiquement? Est-ce qu'on est en train de vivre quand on a 19 ans à Birkenau? Quelle vision on a de l'avenir, de son avenir? Vous savez, ma seule motivation, c'était de m'en sortir pour pouvoir les raconter, surtout à ma sœur. Je voulais lui raconter ce qui s'était passé pour ma mère. Et c'était ça qui m'a motivée le plus. Je voulais vraiment qu'elle connaisse tous les détails. Et pour ça, il fallait que j'en sorte, c'est tout. Mais pour moi, personnellement, tout était un peu égal. C'était fini. Et pourtant, du haut de vos 19 ans, on sent aussi dans votre témoignage, dans votre livre, une volonté de vivre assez farouche, quand même. Ben, il fallait que je m'en sorte, absolument. Je voulais vraiment en sortir, mais je ne savais pas du tout si ce serait possible, évidemment. Mais de toute façon, à Birkenau, je savais très bien que je ne pourrais pas survivre très longtemps. Donc, c'était quitte ou double. Je ne savais pas. En fait, je ne savais pas. Alors, dans la survie, il y a quelque chose d'important qui était le cas pour tous les déportés, également pour vous. Ce sont les amitiés, les relations sociales que l'on tisse dans ce camp, dans ces camps. Parlez-nous des gens que vous avez rencontrés là-bas et qui vous ont aidé à survivre à Birkenau, puis ensuite, on en parlera tout à l'heure, au Canada, ce qui était d'ailleurs un autre camp à côté de Birkenau dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que ça a joué comme rôle pour vous, ces amis que vous vous êtes faits là-bas? En fait, à Birkenau, je n'étais fait qu'une seule amie, c'était Anne-Marie Veil. Anne-Marie Veil, qui avait 1 an de plus que moi et qui avait été arrêtée avec sa mère également. Donc, on avait toutes les deux beaucoup fait pour nos mères ensemble. Mais bon, ensuite, quand je me suis retrouvée seule, la famille Fröhlich est décédée également. Donc, c'était la mère et les 2 filles, et elles sont décédées toutes les 3. Donc, je n'avais plus que Anne-Marie qui m'a raconté son histoire, qui
tout à fait tragique, puisque son fiancé avait été torturé à mort à Grenoble et que, bon, elle avait été déportée avec sa mère. Mais j'avais beaucoup d'affection pour elle et réciproquement. J'avais une autre amie, mais pas vraiment une amie à Birkenau, je l'ai retrouvée par la suite, et qui était Lisette, une fille aussi de 20 ans, qui avait été arrêtée le jour où elle devait passer son brevet supérieur. Elle était arrêtée à Marseille. Et j'avais aussi beaucoup sympathisé avec elle. Mais la grande chance que j'ai eue, c'est surtout de sortir de Birkenau par le plus grand des hasards. J'étais en train de creuser une tranchée avec d'autres. Et puis, quelqu'un est venu chercher une trentaine d'entre nous. Et on nous a emmenés, on ne savait pas où. On ne savait pas où, on ne savait pas pourquoi. Mais on a quitté Birkenau, on a marché quelques kilomètres. Et on est arrivé dans un camp qui s'appelait une annexe du Canada, c'est-à-dire l'endroit où on triait les vêtements des personnes assassinées. Alors, c'est un camp qui s'est monté à l'époque parce qu'il y a eu la déportation des Juifs hongrois. Et quand les Juifs hongrois ont commencé à être pris, à être déportés, c'est-à-dire à partir de fin mai jusqu'en octobre, jusqu'à fin octobre, eh bien, le Canada normal, disons, celui qui était toujours affecté à ce tri, ne pouvait plus faire face à l'afflux des vêtements à trier. Donc, on a créé une annexe du Canada dans laquelle on nous a installés, si on peut dire, dans une vingtaine de baraques. Après, il y a eu beaucoup d'autres. Nous étions les 30 premières, mais après, il y en a eu une centaine de personnes qui sont venues travailler dans ces baraques, qui étaient affectées à des vêtements. Alors, il y a la baraque des vêtements d'hommes, la baraque des vêtements de femmes, la baraque des vêtements d'hommes. Pour préciser les choses, pour qu'on comprenne bien, le Canada était affecté au tri des vêtements des dizaines de milliers de Juifs qui étaient quotidiennement, et notamment, effectivement, les Juifs hongrois, je crois que ça a duré 2 mois, juin, juillet. Ah oui, ça a duré jusqu'en octobre. D'accord, voilà. Il y en a eu 450 000. Voilà, mais le gros de la vague des 400 000 Juifs hongrois, c'était vraiment le début de l'été, oui. et affecté au tri des vêtements des Juifs qui étaient exterminés. C'est ça, pour qu'on comprenne bien. Voilà. Oui, oui, c'est exactement ça. Et en fait, ce camp jouxtait les chambres à gaz et les fours crématoires. C'était au même endroit. Enfin, et qu'est-ce que vous avez vu, justement, de cette extermination de ces 400 000, 450 000 Juifs hongrois en quelques mois? Ce qu'on a vu, c'est plutôt ce qu'on a entendu d'abord. C'était les trains qui arrivaient. On savait très bien que quand un train arrivait, on l'entendait de loin et on savait ce que ça voulait dire. Et on savait aussi que quelques heures plus tard, on verrait des flammes noires sortir de la cheminée, des cheminées, et envahir tout le camp. C'était des flammes, des fumées noires qui vous prenaient à la gorge. Enfin, c'était très, 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 très pénible, et on savait trop ce que ça signifiait. Mais on n'a pas vu les gens parce que nos camps étaient séparés par des barbelés avec des couvertures qui empêchaient de voir à travers les barbelés. Mais on savait très bien ce qui se passait. Et alors, comment survivez-vous dans ce Canada? D'ailleurs, on appelait ça le Canada, enfin, c'est sans doute la légende, mais parce que comme le Canada, les conditions de vie étaient un petit peu meilleures, en tout cas relativement à ce qu'était celle de Birkenau. Ah oui, 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 oui. C'est certainement... Bon, d'abord, on était utile. Alors, du fait qu'on était utile, qu'on triait les vêtements qui partaient tous les soirs dans des camions pour l'Allemagne, on était utile. Donc, tout était récupéré. Et alors, nous, on nous traitait... on travaillait 12 heures de suite, 15 jours de jour et 15 jours de nuit. Et dans les changements d'équipe, entre le jour et la nuit, on travaillait 18 heures. Mais on n'avait pas de l'appel très long. On nous comptait pendant une demi-heure, c'est tout. On pouvait, et puis surtout, on prenait des douches
tous les jours. Et pour la nourriture, c'était comme à Birkenau, mais quelquefois, dans les valises des gens, on trouvait un sac de sucre ou un sac de flocons d'avoine. Enfin, on pouvait améliorer un petit peu notre nourriture. Et voilà. Alors, physiquement, c'était beaucoup plus supportable que Birkenau. Birkenau, on ne pouvait pas vivre longtemps. Là, on était dans des conditions de vie possibles, mais moralement, c'était intenable. On était vraiment au cœur de l'enfer. Et pourtant, on a subi tout ça et on a... je l'ai écrit dans mon livre que j'ai toujours été étonnée que personne ne soit sombré dans la folie en étant là où nous étions. Et pourtant, tout le monde a gardé sa raison. La jeunesse vous protégez? Votre jeunesse vous protégez de la folie? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a une anecdote assez frappante dans votre livre. Vous êtes prise à fouiller une caisse, vous n'avez rien à faire là, et donc un garde SS vous surprend, vous attendez à être battu comme plâtre et peut-être même tué par ce SS. Et puis finalement, c'est la chef de bloc, une Polonaise, qui prend le relais, en tout cas, voilà, qui décide, elle, de vous tabasser. Et vous dites que vous êtes tellement soulagé que ce soit elle, que vous ne sentez pas les coups malgré le tabassage en règle que vous subissez. Ah oui, ça c'est tout à fait étonnant. Même aujourd'hui, je me demande comment ça se fait que j'ai rien senti. Mais j'ai eu tellement peur d'être tuée par ce SS que lorsque la capo auquel le SS avait demandé de me battre à sa place, lorsqu'elle m'a battue, c'est vrai, j'ai rien senti, tellement j'étais soulagée que ce soit elle et pas lui. Et là aussi, la présence de ceux auxquels vous êtes liés, notamment il y a Lisette Cassis, qui est une famille assez étonnante. Ils sont 4 à être déportés, enfin le père dans un camp à part, il y a la mère de Lisette Cassis et ses 2 filles. Et d'ailleurs, vous le dites, c'est la seule famille à revenir vivante et au complet intacte des camps. Donc il y a Marie Veil encore, je crois. Enfin, il y a Madame Veil, la mère de Marie. On sent à quel point dans votre livre leur présence compte. Ça veut dire que vous essayez de vous évader en pensée par la discussion du camp le soir, lorsque vous avez un peu de répit. Enfin, comment est-ce que vous résistez? Là encore, je vous repose à nouveau cette question-là, mais c'est une question qu'on se pose. Vous savez, c'est toujours pareil. On essaye, on souhaite, on pense que peut-être on s'en sortira, puis les uns disent c'est impossible, on s'en sortira pas, et c'est très mauvais d'avoir un mauvais moral. C'est quand même important d'avoir le sentiment que si on se bat, si on lutte, on s'en sortira. Il fallait vraiment avoir le moral. C'était très très important. Mais... Et avec vos amis, vous parlez de votre vie d'avant, de votre vie d'après? Ah oui, absolument. On parlait. Les femmes plus âgées ne parlaient que de recettes de cuisine entre elles. Mais nous, les jeunes, non, on parlait plutôt de notre vie d'avant et nos espoirs, etc. Enfin, on essayait effectivement de s'évader complètement en parlant d'autre chose. On va maintenant parler de la partie après Birkenau. Vous vouliez rajouter quelque chose ou pas sur cette première partie de votre existence dans Birkenau? Dans Birkenau, non. D'accord. Donc après l'été 44, les Juifs hongrois ont tous été exterminés, en tout cas 450 000 d'entre eux. Il en reste une centaine de milliers qui ont réussi à survivre en se cachant. Et donc le Canada numéro 2 n'a plus de raison d'être. Et donc on est en octobre, je viens de le dire, et là vous êtes évacué vers Chopau, qui est une petite ville de Saxe, qui aujourd'hui se trouve dans l'Allemagne de l'Est, enfin dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Racontez-nous cette deuxième partie de votre expérience concentrationnaire. C'est-à-dire que la rumeur disait on va être évacué, on va quitter Auschwitz. Alors ça, pour nous, on n'avait aucune idée où et quand et comment, mais quitter Auschwitz, c'était vraiment notre souhait le plus
le plus grand, c'est tout ce qu'on demandait. Et effectivement, ça s'est concrétisé. Et 500 d'entre nous ont été mis dans un train pendant 2 jours. On ne savait pas où on allait. On ne savait pas pourquoi on nous évacuait. Mais on était tellement, tellement contente d'avoir quitté Auschwitz que rien ne pouvait être pire qu'Auschwitz. Donc, de toute façon, c'était une bonne chose. Et on est arrivé à Chopov, dans cette ville de Saxe, qui était donc du côté, pas très loin de la Tchécoslovaquie, enfin du côté sud. Et quand on est arrivé, on était très, très surpris de se retrouver dans une ville avec des maisons, des rues, des trottoirs, au lieu d'avoir uniquement de la boue par terre et des barbelés. C'était tellement bizarre de se retrouver dans une ville normale. Enfin, c'était un gros bourg. Alors, on a déambulé, là, toujours 5 par 5, puisqu'on circulait toujours 5 par 5. Et apparemment, on ne nous attendait pas tellement, ce qui fait qu'on a tous échoué à la mairie. Et là, on a couché par terre à la mairie. Et il y a des femmes allemandes, bénévoles sûrement, qui sont venues nous apporter à manger, qui avaient l'air d'avoir une certaine compassion pour nous. Enfin, c'était une toute autre vie. Alors, on a fini par savoir qu'on allait nous affecter à une usine. Et effectivement, après un certain temps, l'usine était prête à nous recevoir. Alors, c'est une usine qui faisait des pièces détachées pour moteurs d'avion. Ça s'appelait Auto Union. Et il y avait une salle, c'était une usine qui était toute en longueur. Il y avait une salle pour les machines. Et nous, on habitait au-dessus, c'est-à-dire à l'étage au-dessus. Il y avait un petit escalier, on montait à l'étage au-dessus. Et là, il y avait les chalets pour nos 500, pour nous. Donc, on ne sortait jamais de l'usine, on couchait en haut et on allait travailler en bas. Et en fait, on faisait les 3-8, voilà. Donc, il y avait des ouvriers âgés qui étaient là et qui nous montraient comment il fallait se servir des machines, comment il fallait les utiliser, comment il fallait travailler. Et voilà. Et dans cette partie où il y avait les chalets, il y avait aussi une gouttière avec une vingtaine de robinets, c'est-à-dire que c'était pas très facile de les atteindre. Enfin, comme on faisait les 3-8, on arrivait quand même à se débrouiller pour aller un peu se laver. Et on était... Bon, on a travaillé dans des conditions qu'on trouvait assez bonnes, en ce sens qu'on était à l'intérieur, c'était l'hiver qui commençait, on était relativement chauffés. Mais ce qui s'est avéré insupportable, c'est qu'on n'avait rien à manger pratiquement. C'est-à-dire qu'on avait moins à manger, beaucoup moins à manger qu'à Birkenau. C'était probablement aussi la période où l'Allemagne ne devait pas avoir grand-chose. Mais enfin, nous qui touchions une soupe et une tartine, eh bien la tartine, elle était de plus en plus mince, la soupe était de plus en plus claire, et on se demandait vraiment comment on allait tenir, combien de temps, en mangeant tellement peu. Et curieusement, on en rêvait. On ne pensait qu'à ça. Au début, on rêvait de repas. Après, on a commencé à rêver seulement de pommes de terre. Et puis finalement, on a rêvé de pain. On ne rêvait plus que de pain. Et voilà. D'ailleurs, après ces 6 mois passés à Chopao, vous pesez 35 kilos. Oui, ben ça c'était... Oui. Vous êtes dans un état catastrophique. Tout le monde maigrissait d'une façon... On était tous squelettiques. Quelle était la mortalité justement à Chopao Combien d'entre vous, à peu près, enfin en tout cas dans votre environnement immédiat? Non, il n'y avait pas, parce que d'abord ça a pas duré, ça a duré jusqu'au mois d'avril. Ouais. Donc c'était pas... Non, 6 mois quand même. Oui, 6 mois. Non, il n'y a pas eu de mortalité.
Alors d'ailleurs, à Chopao, à côté de l'usine dans laquelle vous travaillez, il y a d'autres travailleurs d'un autre genre. Enfin, je le dis parce que ça aura une importance un tout Oui. petit peu plus tard, on va le Oui. voir bientôt, Oui. qui sont d'ailleurs des anciens prisonniers de guerre dans les Stalags, qui ont accepté volontairement de travailler comme volontaires, enfin, prisonniers, donc travailleurs prisonniers, plus ou moins volontaires, et notamment des Français, avec qui d'ailleurs vous nouez quelques liens autant qu'il est possible de le faire dans cette situation où vous avez évidemment très peu d'espace de manœuvre pour communiquer. Et alors, dans cette période-là, l'Allemagne est en train effectivement de perdre la guerre. D'ailleurs, c'est à ça que vous devez votre départ de Birkenau, c'est qu'à un moment, les SS arbitrent entre la volonté d'exterminer tous les juifs et la nécessité d'avoir des travailleurs pour faire tourner les usines, comme cette usine-là, Auto-Union, ce qui est quelque chose de crucial pour eux. Mais ils sont en train de perdre la guerre. Vous savez que les Alliés se rapprochent, enfin, vous avez un degré d'information sur l'évolution du conflit? Non. Il y avait des bruits qui circulaient, mais qui n'étaient jamais confirmés, donc on ne savait pas ce qui se passait. Mais on pensait que peut-être ça se terminerait un jour, mais enfin, on n'avait aucune indication, on ne savait pas. On ne savait pas que les SS, d'ailleurs, vendaient comme ça, parce qu'ils nous vendaient, hein, ils vendaient les travailleurs forcés pour aller dans les usines, et ils touchaient de l'argent pour ça, mais ça, je l'ai su que beaucoup plus tard. Mais là, nous étions une main-d'œuvre qui, bon, si on avait fini, si ça avait duré plus longtemps, on aurait fini par mourir et on aurait tout de suite été remplacé par d'autres. Il n'y avait pas de problème. Ça, c'était facile pour eux. Alors là aussi, vous liez à d'autres déportés, Bianca. C'est-à-dire que là, nous étions donc 500, mais de toutes les nationalités. Et évidemment, on s'est beaucoup rapprochés par francophones. Tous ceux qui étaient francophones sont devenus amis. C'était évidemment la seule manière de communiquer, c'est d'avoir la même langue. Alors parmi nous, il y avait une italienne, une allemande, une hongroise, une autrichienne, et puis des françaises. Et nous étions tout un petit groupe très, très unis en fait. On échangeait beaucoup, on parlait, on avait beaucoup d'amitié les unes pour les autres, et en particulier la famille Cassis dont vous avez parlé. Donc, c'était vraiment des amis, mais par ailleurs, on était quand même, ça je le dis aussi dans mon livre, c'est qu'on était assez insupportables, on n'était pas toujours de bonne humeur, et puis on avait des vêtements épouvantables, on avait sûrement une odeur épouvantable, on n'était pas agréable, enfin, il y avait des moments où on ne pouvait plus se supporter, et pourtant, on avait beaucoup d'amitié les unes pour les autres, mais voilà, c'était une situation un peu difficile. Mais alors, il y avait ces prisonniers qu'on appelait les prisonniers transformés, c'est-à-dire des prisonniers qui venaient des stalags, où on avait été les chercher en leur demandant s'ils voulaient travailler pour remplacer les hommes, puisqu'il n'y avait plus d'hommes à Chopin. Alors, pour être boucher, charcutier, n'importe, enfin des travaux d'hommes, il n'y avait plus d'hommes. Alors, les prisonniers qui avaient les qualifications voulues ont accepté, bien sûr, parce que c'était quand même beaucoup mieux que de rester au stalag, et ils ont été affectés donc à différentes... un peu partout, ils ont remplacé les hommes dans le bourg, mais également un certain nombre ont travaillé en usine, dans la même usine que là où nous étions. Mais bien sûr, nous n'avions pas le droit de communiquer avec eux. Il y en a un seul qui avait le droit d'entrer dans notre salle de machine. Il y avait un brassard spécial parce qu'il faisait des réparations des transmissions. Alors quand il venait, il disait rien à personne, il paraissait impassible, il faisait son travail et repartait. Mais après son départ, on retrouvait souvent sous un chiffon de machine quelques tartines, et on se disait que c'était un chic type, quoi. Mais bon. Et alors,
En avril 1945, les Alliés, les Russes d'ailleurs, sont assez proches, à une vingtaine de kilomètres. D'ailleurs, ça vous l'apprendrez après, mais à une vingtaine de... Non, je savais pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Et- l'électricité s'est arrêtée. Voilà, et donc l'usine, les déportés de l'usine sont à nouveau évacués en train, toujours dans les mêmes C'est-à-dire conditions. qu'on est resté sans travailler pendant quelques jours en pensant que, alors on a su, bien sûr, par des surveillantes, qui nous disaient que les Alliés étaient à Chemnitz, c'est-à-dire à 17 kilomètres, que les Russes, par ailleurs, avançaient aussi, et que sans doute on serait bientôt libérés. Alors on était très contentes, on ne travaillait plus, on attendait la libération, et puis pas du tout, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Il y a ce qu'on appelait un Oberscharführer, c'est-à-dire un SS vraiment épouvantable, comme s'il sortait de Birkenau, qui est arrivé en hurlant et qui nous a tous toutes fait descendre. On nous a donné une couverture et une tartine et on nous a emmenés à la gare. Alors on est parti à la gare sous les coups, les hurlements, enfin les prisonniers français assistaient à ça médusés. Et nous, on est arrivés à la gare et nous avons été entassés dans un train, des wagons à bestiaux de nouveau, mais on était 120 par wagon. Alors inutile de dire qu'on ne pouvait même pas bouger tellement on était serrés. Mais moi, j'ai eu la chance d'être dans le dernier wagon du train. Et dans ce dernier wagon du train, il y avait il y a des petites fenêtres en haut de chaque côté. Et la dernière petite fenêtre, au lieu d'y avoir des barreaux, il y avait des planches. Et les planches, on a réussi à les enlever, ce qui fait qu'on avait une petite ouverture. Et ce qu'il faut dire aussi qui est important, c'est que la rumeur court que l'évacuation est destinée à exterminer les Absolument. déportés qui se trouvent dans ce train. Absolument, absolument. Alors il y avait une surveillante qui avait un peu une protégée parmi les détenus et qui lui avait dit, écoutez, il faudrait que vous vous évadiez coûte que coûte parce que vous êtes destiné aux chambres à gaz. Donc on était un certain nombre de francophones justement, on était 14 à se dire, il faut à tout prix, il faut qu'on s'évade, voilà. Donc on a réussi. On a réussi une fois que le train est parti. Au bout d'un certain temps, il a fait complètement nuit. À ce moment-là, on a réussi à sauter du train. C'est-à-dire qu'on nous faisait la courte échelle, c'était un peu haut, et les unes après les autres, on a réussi à sauter. Moi, j'ai sauté la 7e, et on s'imaginait qu'on allait se retrouver et partir ensemble, mais pas du tout. Le train roulait d'abord, il faisait nuit, il n'était pas question de se retrouver. Et puis quand on circulait, là, dès qu'on voyait une ombre, on s'aplatissait par terre parce qu'on avait peur. Donc il n'était pas question de se retrouver. Donc je me suis retrouvée comme ça, toute seule dans la campagne allemande. Vous vous retrouvez seul, alors on va peut-être passer un peu plus vite. Je sais que dans votre livre, vous le racontez longuement. Oui. D'ailleurs, c'est passionnant. On sent aussi que c'est un moment extrêmement important pour vous. Et c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser. Parce que après 12 mois, c'est la première fois que vous êtes libre. Alors Ah vous oui, êtes, absolument. vous êtes évidemment menacé, vous vous retrouvez libre. D'ailleurs, je crois qu'il y a une anecdote assez forte que vous racontez. C'est que, c'est pas à ce moment-là, mais c'est quelques jours plus tard, vous marchez seul dans la campagne allemande pour revenir d'ailleurs à Schopau. Je sais pas, parce C'est le que seul endroit que vous perdre. connaissiez. Et vous cueillez un bouquet de fleurs. Oui, oui, absolument. Qu'est-ce que vous éprouvez dans ce moment de liberté, ce premier moment de liberté? Essayer de retrouver le geste de quelqu'un de libre. C'était merveilleux. Donc le bouquet de fleurs. Donc le bouquet de fleurs. Mais je l'ai fait spontanément et puis après ça m'a donné une contenance et c'était très bien que j'ai fait ce bouquet de fleurs parce qu'on ne m'a pas remarqué. Oui, d'ailleurs, vous errez dans la campagne. Vous rencontrez d'ailleurs une première fois 2 gendarmes allemands qui vous demandent vos papiers, vous ne les avez pas. Et sans doute, les gendarmes comprennent la situation. Et puis, il faut le rappeler, vous pesez 35 kilos et vous êtes en haillons. Enfin, Oui, mais il y avait beaucoup de travailleurs étrangers, Voilà, étrangers en Allemagne. absolument. C'était pas Les routes étaient emplies d'ailleurs de extraordinaire. mouvements de population dans tous les sens, etc. Ouais, Mais donc, ouais. ils vous laissent partir. Et en revanche, vous retrouvez dans un village, vous êtes arrêté, interrogé, vous en sortez en disant je suis allé rejoindre un ami français, enfin, etc., en jouant sur l'ambiguïté. Mm. Mais d'ailleurs, là, il y a un moment que je voudrais que vous racontiez, parce que ça raconte là aussi votre présence d'esprit, votre force de caractère, sans doute.
Qu'est-ce qui se passe après, une fois que vous... La que bêtise, les, la bêtise. que les villageois La bêtise. vous laissent partir en vous disant la prochaine fois, il faudra avoir vos papiers. La grosse bêtise que j'ai faite, j'avais sur moi une veste bleu marine et dans le dos de cette veste, en peinture blanche, il y avait marqué KL, Concentration Lager. Et ça, j'avais complètement oublié parce qu'évidemment, je ne me regardais pas dans le dos et puis j'y pensais pas et puis voilà. Et c'est seulement quand j'ai été arrêtée par la Volkssturm qui m'a emmenée à la mairie pour m'interroger que j'ai tout d'un coup réalisé que si je me retournais, j'étais perdue. Donc je suis partie à reculons. Et dès que j'étais hors de vue, j'ai enlevé ma veste et je l'ai mise à l'envers. Mais c'était... D'ailleurs, vous racontez que face à eux, donc après qu'ils vous aient inspecté et donc laissé partir, vous comprenez qu'il ne faut pas vous retourner et vous balancez votre sac Oui. dans un mouvement comme ça. Un tout petit sac avec une cuillère, mais je l'ai mise comme si c'était un gros baluchon derrière moi. Et que là, vous tournez les talons et vous pouvez... Voilà, mais c'était incroyable que j'y ai pas pensé plus tôt. Et donc ensuite, vous revenez à Chopao, donc la ville dont vous venez, et là, vous avisez quelqu'un qui s'appelle Marquand, qui était donc ce fameux prisonnier français qui venait et qui vous laissait parfois que déporter des tartines de pain. Vous l'avisez, vous l'expliquez ce qui se passe, et ensuite... Ensuite, il m'a caché dans le commando, c'est-à-dire que c'était un commando de Français qui avait été installé dans un hôtel réquisitionné comme caserne, et ils étaient 32. Donc, il partait travailler au moment où il m'a rencontré. Alors, il a fait demi-tour avec moi et il m'a tout de suite caché dans cet endroit. Il a prévenu tous ses camarades. Et puis, il est retourné travailler. Et c'est grâce à lui que j'ai été sauvée, vraiment. Et il risquait d'ailleurs gros, lui et ses camarades. Ah oui. Ils ne pouvaient pas me garder, d'ailleurs. Ils m'ont gardé 48 heures, mais le responsable du commando était justement absent. Alors, on attendait son retour. Et dès son retour, il a dit, il faut trouver une planque pour moi, parce qu'ils ne peuvent pas... Alors, finalement, on m'a trouvé une planque chez une femme allemande. Qui était d'ailleurs la bonne amie de Marquand. Oui. Mais enfin, elle a pris des risques énormes parce que c'était une veuve de guerre, elle était réfugiée de Hambourg, elle avait 4 enfants et elle a accepté de me prendre sans savoir combien de temps ça durerait. Et c'était le 14 avril, on ne savait pas quand viendrait la libération. Donc, j'ai été cachée chez elle pendant 3 semaines puisque la libération est arrivée le 8 mai. Donc le 8 mai... Alors, avant qu'on arrive à la libération, il y a une question que je me posais justement en lisant ce que vous racontez, donc de cette femme qui s'appelle Elli Fuhlmann, Oui. qui est une Allemande qui vous cache. C'est de comprendre pourquoi ça a tellement d'importance à vos yeux. Après-guerre, bien après, vous avez décidé de la faire reconnaître juste parmi les nations pour ce qu'elle avait fait. Mais finalement, elle a pris des grands risques, évidemment, mais elle vous a sauvé, vous, à la demande de Marquand. Enfin, c'est ni plus ni moins. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important à vos yeux, le geste qu'elle a fait, ce moment-là D'abord, elle a pris des risques énormes, parce que si on m'avait trouvé chez elle, elle pouvait vraiment y laisser la vie. Et je ne sais pas ce que seraient devenus ses enfants. Et puis, d'autre part, quand j'ai su que l'État d'Israël avait institué la médaille des Justes pour... des Justes qui avaient sauvé des Juifs, je me suis dit, ça ne peut pas marcher pour moi parce qu'elle n'a sauvé que moi. Mais j'ai quand même été voir la consul d'Israël, l'ambassade d'Israël, et j'ai été reçue par une femme très gentille qui m'a expliqué que dans le Talmud, il y a marqué que lorsqu'on sauve une vie, c'est comme si on sauvait le monde entier. Donc, il était vraiment tout à fait possible d'obtenir pour Madame Fuhlmann la médaille des Justes. Donc, j'ai entrepris, ça a duré 2 ans, j'ai fini par l'obtenir. Et à ce moment-là, il faut dire que Madame Fuhlmann était une personne tellement fière et tellement trouvant que ce qu'elle avait fait, c'était normal. Elle m'avait dit, je voulais lui envoyer des colis en rentrant, quand j'étais rapatriée. Elle m'a dit, non, n'envoyez rien du tout, vous n'avez pas besoin de m'écrire.
moi je vais essayer de rentrer à Hambourg et de toute façon, vous ne me devez rien, ce que j'ai fait c'était normal. C'est vraiment une personne extraordinaire. Et le fait qu'elle était allemande est quelque chose qui vous a marqué au moment où elle vous a caché? C'était à mon retour, j'ai dit que j'ai été sauvée par une Allemande. Je ne pouvais pas revenir avec la haine des Allemands en général. Et effectivement, on ne peut jamais faire de généralité, mais enfin là en particulier, le fait d'avoir été sauvée par une Allemande, je trouvais que c'était assez symbolique. Donc j'ai obtenu pour elle la médaille des Justes, je lui ai écrit. J'ai réussi à la retrouver grâce à la poste de Hambourg. On me l'a retrouvée dans une maison de retraite. Je lui ai écrit en lui expliquant que j'avais une médaille à lui remettre et que je l'invitais chez moi. Donc elle est venue. Elle a accepté, elle est venue à Paris chez moi avec sa petite fille qui est de 20 ans. Je les ai eu 8 jours chez moi. On lui a remis cette médaille au MJLF. C'était M. Michaeli, le consul de l'époque, qui la lui a remise. Et il y avait Beate Klarsfeld qui servait d'interprète, parce qu'évidemment, Madame Fuhlmann ne parlait que l'allemand. Et ensuite, bon, il y avait toute ma famille, bien sûr, pour la fêter. Et ensuite, elle est restée chez moi 8 jours. Je lui ai fait visiter Paris et ça s'est très, très, très bien passé. J'étais vraiment très, très heureuse de cela. Pour moi, c'était une manière de boucler une boucle et vraiment, c'était très bien. D'ailleurs, avant que j'en vienne à ma dernière question, puis ensuite on verra les photos que vous nous présenterez. D'ailleurs, à votre retour, donc après votre libération, donc on va aller vite là-dessus, mais parce que d'ailleurs c'est une petite odyssée à nouveau, mais on passera donc un peu rapidement, puis le temps est compté. Vous êtes libéré, vous revenez donc à Paris, et ce sera d'ailleurs l'un de vos réflexes, ce sera de remercier ceux grâce à qui vous êtes encore en vie, notamment Marquand. Et vous lui envoyez d'ailleurs un colis avec des vivres, des cadeaux et un peu d'argent d'ailleurs. C'est mon oncle qui l'a fait. À votre oncle, d'accord. Juste après-guerre. Et il y a d'ailleurs en annexe de votre livre une lettre assez forte, assez belle de la femme de Marquand qui dit arrêtez de nous envoyer des cadeaux, on a fait ça, c'est normal. Enfin, mon mari a fait ça, c'est normal de l'avoir fait. Agit en bon français, voilà. Mais en tout cas, votre réflexe de gratitude est quelque chose d'intéressant, enfin, qu'on note dans votre livre. Oui, ma dernière question, c'est celle qui est relative au témoignage. Vous rentrez, vous ne parlez pas tout de suite. Vous attendez longtemps avant de parler. Par ailleurs, dans cette période de l'après-guerre, vous décidez de faire effacer votre tatouage du bras. Et puis ensuite, d'ailleurs, vous dites que vous le regretterez. Ma question, donc, elle est simple, c'est à partir de quel moment est-ce que vous... Enfin, première question, c'est qu'est-ce que vous dites tout de suite en rentrant et est-ce qu'on vous entend ou est-ce qu'on ne vous entend pas, ce que vous avez à dire. Et puis, bien après, à partir de quel moment est-ce que vous décidez de témoigner de ce qui vous est arrivé? Alors, quand je suis rentrée, tout le monde savait que je m'étais évadée du train. Et ça a frappé tout le monde. Tout le monde avait envie de savoir comment ça s'était passé. Et ça m'a donné l'idée de le rédiger. D'ailleurs, pour moi aussi, je voulais le rédiger dans les moindres détails parce que je sentais bien que c'était une odyssée très extraordinaire ça avait été la chance, évidemment, de ma vie, et que je ne voulais pas en oublier le moindre détail. Donc, j'ai rédigé ça, et ça intéressait tout le monde. Mais par ailleurs, personne ne m'a posé de questions pour le reste. Je n'ai jamais su vraiment si c'était pour me ménager ou si c'était eux pour se ménager. Ben, enfin, même ma famille, personne ne m'a posé de questions et je n'ai pu raconter à personne. Vous auriez eu envie de raconter ou pas dans l'immédiat après? Si on m'avait posé des questions, j'aurais répondu, bien sûr. Mais je n'avais pas spécialement envie. Si on ne me posait pas de questions, je ne parlais pas. Mais on ne m'a pas posé de questions. Alors après... j'ai été très obsédée par... enfin, il n'y a pas un jour où je n'ai pas revécu tout ce que j'avais vécu de l'année précédente. Et toutes les nuits, même la journée. Enfin, j'avais constamment des flashs de ce que j'avais vécu. Et j'y pensais tous les jours. Et comme personne n'avait envie d'en entendre parler,
j'ai pensé que j'ai eu envie de l'écrire. Alors j'ai commencé à écrire. J'ai écrit comme ça dans les années 45, 50, peut-être jusqu'en 55. Chaque fois que j'avais quelque chose d'intense dans la tête, je l'écrivais. C'était un peu moins intense après, c'était pas vraiment disparu, au contraire, mais enfin c'était peut-être. Et puis quand même, je me disais, il faut pas que j'oublie. J'étais prise entre deux sentiments. J'avais envie d'oublier tout ça et de mener une vie normale de jeune fille, de m'amuser, enfin de vivre. Et puis en même temps, je ne voulais pas oublier. Il ne fallait pas que j'oublie. C'était quelque chose qui m'appartenait, qui était important. Alors j'étais toujours prise entre ces deux sentiments. Et je voulais écrire, c'était plus simple. Comme ça, j'étais sûre que ce ne serait pas oublié. Et je pouvais carrément essayer, moi, de penser à autre chose. J'y arrivais pas d'ailleurs, mais enfin, j'étais libérée en quelque sorte quand j'écrivais. Et puis ça s'est passé comme ça. Bon, pendant 50 ans, j'ai pas parlé. Et puis, il y a 3 ans, je me suis dit, il faudrait que je mette un peu en ordre les choses que j'ai écrites en 45, 50, parce que j'ai écrit comme ça au hasard, sans ordre chronologique, mais il faudrait que je les mette un peu en cohérence. Alors j'ai recherché mes petits cahiers, feuilles volantes, enfin, des endroits où j'avais écrit, j'ai tout mis ensemble et j'ai essayé de les classer. Et ça m'a donné l'idée que finalement, je témoignais déjà depuis pas mal d'années parce que au bout de 50 ans, j'ai commencé à être contactée pour des témoignages et à ce moment-là, j'ai commencé à témoigner. Mais il y a 3 ans, je me suis dit, quand même, je ne serai pas toujours là pour témoigner et ce serait peut-être pas mal de laisser une trace écrite. Et c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, parce que je savais qu'en utilisant tout ce que j'avais écrit dans les années d'après-guerre, tout de suite après la guerre, mon livre serait vraiment tout à fait authentique. Je n'aurais pas déformé, parce que j'ai quand même des trous de mémoire maintenant, et si j'avais dû tout reconstituer aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'aurais oubliées ou peut-être déformées. Et là, j'ai eu vraiment la matière qu'il fallait pour écrire en étant sûre de l'authenticité de ce que j'écrivais. Voilà. Et ça, je crois que c'est l'important de... C'est ce qui est important dans le livre que j'ai écrit, c'est que je sais qu'il est tout à fait authentique. C'est mon vécu. Et vous parliez du tatouage que j'avais fait enlever à l'époque. Je travaillais à l'hôpital, j'étais bras nus, tout le monde me demandait ce que c'était que ce numéro sur mon bras. J'en avais tellement assez de répondre que j'ai fait enlever ce tatouage. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai su qu'il y avait des négationnistes qui prétendaient que la Shoah, ça n'avait pas existé, que les chambres à gaz, c'était de la blague. Et de mon vivant, oser dire ça, moi qui l'ai vécu, j'étais outrée, scandalisée. Alors je me suis dit, j'aurais pas dû enlever mon tatouage, mais c'était trop tard. Donc mon livre, c'est un peu ça aussi, c'est une trace pour les gens qui pourraient se poser des questions, qui entendraient des négationnistes raconter n'importe quoi, qui douteraient de ce qu'ils disent. Alors, je pense qu'avec mon livre, ils auront quand même quelque chose d'authentique qui leur montrera ce qu'a été vraiment la Shoah. Voilà. Merci. On va maintenant présenter quelques photos. Donc ça, c'est votre grand-mère. Mais elle est décédée 1 an après la naissance de mon père. Ça, c'est votre son grand-père. père. Oui. Donc votre père, Henri, enfant, qui donc est né dans ce qu'est aujourd'hui la Croatie, c'est ça, hein? C'est la Slavonie. La Slavonie. Oui, c'est une région croate aujourd'hui. C'est dans la Croatie, Ouais. oui, la Croatie.
donc votre père avec sa sœur, j'imagine. Oui, Votre père. il jouait du violon. Ouais. Donc le mariage de vos parents en 1912. Mhm. Votre, À Venise. voilà. Donc votre oncle. Non, Non. votre non, Non, ce n'est pas non, votre oncle, non, d'ailleurs. non, c'était un cousin. cousin. Donc ça, c'est ce que vous racontiez sur la Première Guerre mondiale, votre père qui s'est engagé volontairement pour travailler à l'usine. Il est à droite, tout à fait à droite. Voilà, Et là, il est au à milieu. l'usine. Ça, c'était à Nice. Voilà, donc votre sœur qui est présente ici au premier rang en 1924, un an avant votre naissance. Ouais. Le magasin de votre Le père. magasin, l'intérieur et l'extérieur. Ma mère. Votre mère. Mon père. Votre père, à nouveau en 38. 38. Ça, c'est mon neveu. Voilà. Il sortait avec ça. Donc le fils d'Alice. Oui. Fils aidé. Donc d'ailleurs, votre sœur et son mari et son enfant qui sont réfugiés en Suisse pendant la guerre. Pas son mari était aux États-Unis. Ah bon, d'accord. Enfin, voilà, qui est réfugié en Suisse. Elle était en Suisse. Ouais. Voilà, son mari. Son mari. Avec les 3 enfants, les 3 bébés. Ouais. Ma sœur avec les 3 bébés encore. Alors ça, c'est mon grand-père. Ouais. Donc ça, c'est une photo de vous à Brive. En On 42. parlait en 42. Voilà, encore une photo de vous. 43. Ouais. Ouais. Tampon juif. Puisque donc, vous étiez fait déclarer au commissariat, j'imagine que c'est là où ça se passait. Oui, tout à fait. Ouais. À Lyon. C'était à Lyon. Ouais. Toujours les 3 bébés à Châteauroux. Ouais. Donc ça, c'est votre carte de rapatrié en 45. Mm. D'ailleurs, vous racontez que vous avez été accueilli gare de l'Est par une garde d'honneur de soldats. Et ça vous avait ému. Soldat du général de Gaulle. Alors ça, c'est Ouais, Lisette. donc ça, c'est Lisette Cassis, qui est donc votre amie du camp. Oui. Voilà. Tu vois. Qui est donc revenue avec sa sœur et ses parents. Ouais. Bianca, une autre amie, c'est ça. italienne. Elle De de Milan. Chopao, c'est ça, de l'époque Chopao. Vous ne l'avez pas connue à Birkenau, elle, Non, Bianca. non, non, je l'ai connue Ouais. Une italienne, ouais, c'est ça. au Canada déjà. Donc votre tante. Avec son mari. Alors ça, c'est Mme Fullman en Voilà, train de c'est ça. planter son arbre Voilà. dans l'allée Donc, des Justes c'est ça. à Jérusalem. Donc ça, oui, ça c'est intéressant, c'est la plaque qui était apposée donc, à l'Arche, en Corrèze, à la mémoire de votre père et donc des 2 autres juifs fusillés le même jour par les SS. Là, votre famille. Famille paternelle. Ouais. Ça, c'est la stèle qui est où? À Chopau. À Chopao, d'accord. Oui, c'est ça. J'ai Oui, été puisque vous invitée avez été invité à mais- Chopao en 2005. Voilà. Ça, c'est ma fille aînée et sa D'accord. famille. Bon, ça c'est vous. Et ça, c'est ma fille. Et ça, c'est Cadette. votre famille américaine. c'est Voilà. ça. Avec votre petite fille qui est au milieu, qui passe sa bat mitzvah mitzvah la semaine semaine prochaine prochaine. à Paris. à Paris. Voilà. Donc tout le monde est invité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, quelques questions, parce que voilà, on a le temps pour des questions, ceci dit. Bonjour madame. Je souhaitais savoir si les personnes qui avaient sauté du train avec vous ont réussi à s'échapper et si vous vous êtes retrouvés quelque part. Alors, certaines, oui, certaines, je n'ai jamais eu de nouvelles. Sur les 14, bien sûr, parce que c'était de nationalités différentes. Enfin, j'ai su, en tout cas, que Bianca, l'italienne,
était sauve et qu'elle est rentrée chez elle. J'ai su que... Comment elle s'appelait? Alors, Madame Veil, la maman d'Anne-Marie, qui avait survécu et qui est retournée à Paris. Alors, elle, je l'ai revue à Paris. J'ai vu, je sais que celle que j'appelais Madame Cécile, qui était Lorraine, et avec laquelle j'étais restée un moment à Chapeau en attendant d'être rapatriée. Je sais qu'elle aussi, elle avait réussi. Il y avait Alice, l'Autrichienne, qu'on a retrouvée d'ailleurs avec Bianca. Monsieur Marquand les a retrouvées toutes les deux, Alice et Bianca, et il les a cachées dans la forêt dans une cabane. Et puis il y a Suzanne, la Hongroise, qui m'a écrit aussi et qui avait réussi. Mais les autres, je ne sais pas. Il y a encore une Jacqueline qui était Lorraine et qui m'a écrit et qui avait... Mais elle n'avait pas sauté, en fait. Elle était dans le train. Parce que vous voulez peut-être savoir aussi ce qu'est devenu ce train. Alors, le train devait aller à Flossenburg dans un camp d'extermination. Mais les Américains étaient là et le train a été détourné. Et il est allé à Theresienstadt. Alors, à Theresienstadt, il y a eu des choses pas faciles. Il y a pas mal de personnes qui ont eu le typhus, mais tout le monde s'en est sorti quand même. Mais les autres, je n'ai pas eu de nouvelles parce que... je sais pas. Il y avait une autre question, monsieur, je crois. Ah, c'était cette question-là. La survie du train, oui, tout à fait, tout à fait. Je voulais vous demander également, sur les photos qu'on voit là, vous n'apparaissez pas avec l'étoile juive. Pourtant, c'est en 1942 déjà. À cette époque-là, le port de l'étoile n'était pas obligatoire? Je vais vous dire, la France était coupée en deux. Il y avait la zone occupée et la zone soi-disant libre. Et l'étoile jaune n'a été portée que dans la zone occupée, c'est-à-dire au-dessus de la Loire. Après, la France a été occupée complètement, c'était la zone nord et la zone sud, mais l'étoile jaune n'a été portée que dans la zone nord. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Oui, moi en fait, je voudrais revenir un instant sur la question de la transmission. Ce qui vous a maintenu en vie, c'est la volonté de transmettre à votre sœur notamment la disparition de votre mère. Et c'est un petit peu aussi le propos de Simone Veil quand elle était avec sa mère et sa sœur, c'est transmettre aux autres la disparition. D'une part. D'autre part, alors est-ce que vous avez été capable de parler à votre sœur, puisque vous disiez que vous n'aviez pas eu de questions? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, à titre personnel, je me suis beaucoup intéressée à la transmission aux enfants nés après la guerre. Donc, si je comprends bien, vous en avez eu. Est-ce que vous avez eu des questions avant les 50 ans révolus? Ou pas du tout, y compris des enfants et des petits-enfants, pour des raisons diverses? Alors, en ce qui concerne ma sœur, que j'ai retrouvée, elle était rentrée de Suisse avant moi, et moi j'ai été rapatriée le 1er juin. Donc, nous sommes tout de suite allés à l'Arche pour justement sur la tombe de mon père et puis récupérer des affaires qui étaient dans la maison où nous avions été arrêtés. Et pendant ce trajet, c'est-à-dire toute une nuit, j'ai parlé avec ma sœur toute une nuit. Je lui ai tout raconté, ce qui concernait ma mère, et ensuite on n'a plus jamais parlé. Voilà. Et vos enfants? Jamais parlé. Alors pour ce qui est de mes enfants ont très bien senti qu'il y avait des choses que je ne voulais pas leur dire. C'est-à-dire qu'elles étaient très axées sur leurs racines, comment c'était quand elles étaient petites, comment ça se passait. Elles aimaient beaucoup entendre parler du passé. Et puis il y avait toujours un moment où j'éludais la question et elles sentaient très bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dit. Et je sais qu'elles ont souffert de cette chape de silence. Mais par la suite, quand j'ai eu pour la première fois un appel de l'université de Yale qui m'a demandé de faire un témoignage, une vidéocassette,
et que j'ai accepté alors pour la première fois de témoigner devant un technicien qui enregistrait. Et voilà. Eh bien, j'ai eu pendant 3 heures, enfin je m'étais bien préparée et j'ai parlé pendant 3 heures et ça a fait une vidéocassette de 3 heures. Et cette vidéocassette, elle a servi de, je dis toujours, de vecteur pour transmettre à mes enfants et à ma famille. Ils ont tout appris par cette vidéocassette, mais leur raconter sur le plan émotionnel, c'était pas possible, c'était trop douloureux. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier chaleureusement Odette Spingard de son témoignage. En plus, je sais que même si vous faites ça avec aisance, c'est difficile à chaque fois, et c'est difficile aussi parce que ça vous remémore des moments extrêmement douloureux de votre vie. Donc vous parlez d'ailleurs avec beaucoup de pudeur, enfin on sent ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire, voulez pas dire, ne direz pas. Mais voilà, merci infiniment. Et puis maintenant, je crois que vous allez dédicacer, signer votre livre à ceux qui souhaiteraient l'acheter. Et vraiment, je vous le conseille, c'est un très beau livre qui complète très bien ce que vous nous avez dit là. Qui est très simple, qui est un très beau livre.